Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Toyota MR2 de 1994. Les amis, aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une voiture que je rêve de tester depuis que je suis gamin finalement. C'est une voiture que je trouve magnifique depuis que je l'ai croisée, je devais avoir à peine 10 ans. Donc aujourd'hui, grâce à l'un de mes abonnés qui a fait pas mal de routes pour venir jusqu'ici sur mon lieu de tournage, je peux vous présenter la fameuse Toyota MR, ou de son vrai nom, la MR2. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'il y a quelques années, je possédais la version qui a suivi ce modèle. J'avais une MR Spider, donc une version cabriolet, qui est sortie début des années 2000. Là, on est sur la deuxième génération de Toyota MR2. La première génération, en fait, on ne la connaît pas trop en France parce qu'elle n'a pas été commercialisée sur notre territoire. C'était une version un petit peu plus années 80, donc un look beaucoup plus carré. Là, on est clairement sur le design des années 90 qui s'appelait le Bio Design. C'est une voiture qui est tout en rondeur et clairement, quand on regarde celle-ci, on pense instantanément à une Ferrari. Elle ressemble beaucoup à la Ferrari F355 et clairement, c'est plutôt un bon point car cette Ferrari est magnifique. Là, on a quelque chose de similaire, mais vous l'aurez compris, de chez Toyota. En plus, vous la voyez, aujourd'hui, elle est rouge. Donc, une fois de plus, ça fait un peu penser à Ferrari. Elle a ce fameux système de feu rétractable. Franchement, tout ce que j'adore dans le design de cette époque, elle est sublime. Donc, je rappelle que cette gamme de chez Toyota, les MR2, ce sont des petits coupés sport à moteur central arrière. D'ailleurs, au niveau de la motorisation, sur cette deuxième génération, on a un moteur de 2 litres de cylindrée. C'est un 4 cylindres en ligne, atmosphérique. Et aujourd'hui, on est sur la troisième mise à jour de cette voiture. Certains l'appellent la REV 3. Et c'est une des motorisations qui a le plus de puissance. Elle est à 175 chevaux. Par contre, il faut avouer que le défaut de cette deuxième génération de MR2, c'est qu'elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus lourde que la première génération et aussi d'ailleurs que la génération qui suivra. On est sur une voiture qui, dans cette troisième phase, pèse un peu moins d'1,2 tonne. Donc c'est quand même un petit peu lourd. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un de mes abonnés qui m'a ramené cette rareté. Et elle est d'autant plus rare qu'elle est encore d'origine. Elle n'a pas été modifiée cette voiture. Ce qui est très fréquent, vu que forcément avec l'engouement pour les voitures japonaises qui a suivi les premiers Fast and Furious, ce genre de voiture à l'époque ne coûtait vraiment pas grand chose d'occasion. Et donc il y a eu énormément de préparation, de personnalisation sur ce genre de base, vu qu'on avait un look complètement exubérant, la fiabilité de chez Toyota et en plus pour un tarif vraiment faible. Bon, pour l'instant, vous voyez que depuis tout à l'heure, j'évolue en centre-ville avec cette MR2 et clairement, il n'y a aucune difficulté. Forcément, on est assis assez bas, mais rien de très différent des autres coupés sport de la même époque. Et dans cette voiture, on a une assez bonne prise d'infos autour de nous. Vous voyez que les montants sont quand même assez fins. On a un pare-brise assez large. En plus, aujourd'hui, on est sur une version de cette MR2 avec, vous le voyez, le toit vitré qui est aussi, enlevable. Là, les panneaux ont été remis dans leur sac et ils sont derrière moi, dans leur rangement, ce qui transforme cette voiture en Targa. A savoir que cette voiture était disponible dans différentes finitions. Vous pouviez l'avoir en coupé, donc avec un toit en dur, en tôle. Vous aviez cette version donc avec un Targa démontable en vitré.
Et il y a eu aussi, il semble, une très très rare version cabriolet. Concernant le confort à l'intérieur, c'est relativement banal. Il faut l'avouer que c'est peut-être ce qui choque le plus dans cette voiture, c'est qu'on a un design à la Ferrari à l'extérieur, c'est assez exubérant, c'est une très très belle voiture, elle attire le regard. Par contre, dès qu'on ouvre les portes, l'intérieur est vraiment très très banal. C'est pas moche, c'est pas non plus comment dire, de mauvaise qualité, mais ça ne fait pas rêver, ça ne transcende absolument pas d'esprit sport ou même haut de gamme. C'est vraiment ce qu'on aurait pu avoir dans n'importe quel autre Toyota de la même époque, il faut l'avouer. Déjà les sièges, vous voyez que même s'ils sont un petit peu baquets, vraiment il y a des petits montants sur les côtés, mais c'est pas des baquets extrêmes. Ce sont des sièges en tissu, ils sont avec des réglages tous manuels, mécaniques, hein, il n'y a absolument rien d'électrique. Et le design de ces sièges, le tissu qui a été choisi est vraiment très très sobre, très banal. Ça ne retransmet absolument pas le look sport qu'a cette voiture. Et c'est la même chose pour le reste du tableau de bord. Tout est noir dans un plastique un petit peu moussé qui vieillit extrêmement bien. La voiture là, elle a bientôt 30 ans et clairement le plastique est comme neuf. Par contre, c'est pas spécialement beau et pareil sur les intérieurs de porte, on retrouve le même tissu que sur les sièges. C'est très sombre, c'est pas super joli, mais tout est en très très bon état. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, cette voiture est encore d'origine, et y compris au niveau de l'échappement. Donc j'ai essayé d'enregistrer la sonorité moteur, bah, franchement c'est très très calme. Même en montant un peu dans les tours, cette sonorité est vraiment assez banale une fois de plus. Bon les amis, de nouveau, si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous reconnaissez l'endroit. On est ici pour tester l'accélération. Donc c'est une voiture un peu à l'ancienne. Maintenant c'est un Youngtimer. On peut même considérer qu'elle est de collection. Eh bien, donc il n'y a pas d'aide sur cette voiture. Vous avez juste votre moteur relié aux roues. Il n'y a pas de traction control. Il n'y a rien de tout ça. Je rappelle donc que le moteur fait 175 chevaux. La voiture un peu moins d'une tonne 2. On va voir ce que ça donne sur un petit 0 à 100. Let's go. Bon, je vais y aller mollo au début pour éviter de patiner. Et c'est parti. Donc ça prend 7000 tours. Et 100. Donc on arrive à 100 en fond de deuxième. De nouveau, ça marche plutôt bien. Mais c'est vraiment pas exubérant, c'est plutôt calme, c'est relativement linéaire. La sonorité de l'échappement progresse au fur et à mesure qu'on monte dans les tours, mais il n'y a pas un moment où ça deviendrait explosif ou radical. On sent que c'est du Toyota finalement, hein. Bien que cette voiture soit très très jolie, très sport dans son design, pour l'instant en termes de comportement, c'est plutôt banal, il faut l'avouer. On va se servir de cet emplacement pour faire demi-tour. Donc voyons si cette voiture braque bien. Alors, elle n'est pas non plus gigantesque, donc elle devrait réussir à faire demi-tour sans que j'ai à remanœuvrer. Oui, ça passe sans problème. Même si je le rappelle, hein, cette deuxième génération, en termes de gabarit, elle est quand même bien plus volumineuse que la première ou la troisième génération de MR2. Allez, on est reparti. Petite accélération, let's go! Et 100. Maintenant, on va essayer le freinage. Ouais, le freinage est suffisant, mais c'est entre guillemets à l'ancienne. On n'a pas une attaque extrêmement forte. Quand on commence à freiner, bah, c'est, on va dire, un peu mou. Et il faut vraiment mettre de la pression sur la pédale pour avoir du mordant.
C'est un peu à l'ancienne et ça paraît logique, hein, vu que c'est une voiture qui a été conçue fin des années 80. D'ailleurs, sur cette voiture que je teste aujourd'hui, je vous ai dit que c'était la 3e révision de cette voiture. Donc on a des jantes en 15 pouces, alors que précédemment c'était des jantes en 14. Et logiquement, le fait d'avoir des jantes un petit peu plus grandes sur cette 3e révision, c'était pour pouvoir mettre aussi des freins un petit peu plus gros. Bon, pour revenir un peu sur l'équipement intérieur, vous voyez donc qu'au niveau des commodos, des boutons, même de la console centrale, de nouveau c'est très conforme à ce qu'on est en droit d'attendre d'une Toyota des années 90. Hein. C'est du noir partout, des boutons en plastique dur. Vous voyez qu'on a encore l'autoradio d'origine sur cette voiture. Et vous pouvez voir aussi que cette voiture était d'origine avec des feux de brouillard avant et arrière. C'est pour ça qu'on a les 2 boutons sur le côté. Le volant est lui aussi assez banal. Ça fait pas vraiment voiture de sport. Et, on a un airbag sur cette voiture, donc vous voyez que ça fait un gros cercle au centre. C'est assez disgracieux. Mais bon, quasiment toutes les voitures équipées d'airbag à cette époque-là avaient ce défaut. Le volant, lui, est avec une surface en cuir, plutôt agréable à prendre en main, mais c'est pas du tout un volant vraiment sport. L'intérieur, pour moi, c'est vraiment le, entre guillemets, défaut, car comme je vous l'ai dit, ça vieillit très bien dans le temps, la qualité est là, mais ça ne retranscrit pas du tout le côté sport de cette voiture. Lorsqu'on se retrouve en agglomération, ce moteur, on l'utilise à assez bas régime. On est en train d'évoluer le plus souvent entre 1500 et 3000 tours. Et vu que c'est quand même un 2 litres, on a suffisamment de couple à bas régime pour évoluer donc à bas régime sans faire de bruit ni sans consommer beaucoup. C'est agréable, mais une fois de plus, hein, c'est assez surprenant d'avoir un comportement aussi, on va dire, pépère sur une voiture avec un look pareil. Sur le tableau de bord, même le compteur est un peu à l'ancienne, mais surtout très très sobre et ne retransmet pas d'esprit sportif. Parfois, à l'époque, sur les voitures de sport, vous aviez des cadrans avec des couleurs différentes, un peu flashy, des références au sport sur le compteur. Là, il n'y a rien de tout ça. Vous avez des compteurs à aiguilles à fond noir, avec juste une aiguille rouge. C'est très très simple. Et même les infos, elles sont plutôt limitées. Hein. Vous avez le contour, la vitesse, vous avez la tension aux bornes de la batterie, vous avez la température du liquide de refroidissement ainsi qu'une jauge de carburant. Et ensuite, c'est les voyants de base. Alors ici, j'arrive sur quelques dodanes. Comme d'habitude, je vais redescendre à environ 30 km/h. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que cette voiture a des combinés filetés. Donc là, je suis à 30 km/h. C'est un peu raide, mais ça reste convenable au niveau du confort. Pourquoi cette voiture a-t-elle des combinés filetés et non pas des suspensions d'origine? Tout simplement car le propriétaire a voulu les faire remplacer et il me disait que les pièces d'origine ne se font plus chez Toyota. Donc il a été obligé de remplacer par de l'adaptable. Donc la voiture est un petit peu plus ferme, me disait, et surtout un tout petit peu plus basse. De nouveau un dodane, et vous voyez que j'ai pas besoin de ralentir exagérément. En le prenant à 30 km/h, ça passe même avec ces combinés filetés. Maintenant, me voilà dans une succession de virages. On va essayer d'accélérer un peu. Alors finalement, quand on va un peu vite, le freinage en freinant fort, il est plutôt rassurant. La voiture est très stable. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on réaccélère un peu fort, on sent qu'il y a plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. Mais on n'a pas non plus le sentiment ultra joueur que je pouvais avoir sur ma MR2 Spider, la version cabriolet qui elle est un peu plus légère, elle fait à peine 1 tonne. Et sur la MR2 Spider, on sent que l'avant est vraiment extrêmement léger, c'est même surprenant au départ. Là, la voiture est quand même plus lourde, elle est un peu plus plantée. Je pense qu'il faut vraiment la pousser à la limite pour commencer à la sentir, partir.
Et le problème en fait des voitures avec ce genre de configuration, moteur central arrière et un peu plus de poids à l'arrière qu'à l'avant, c'est que lorsque vous perdez l'adhérence à l'arrière, souvent ça part d'un seul coup et à moins d'être un pilote, c'est plutôt difficile à rattraper. J'accélère un peu fort dans ce rond-point. Et on dépasse. De nouveau, c'est très sympa, hein, mais je m'attendais à plus de sportivité. Clairement, avec nos standards actuels, on pourrait considérer que cette voiture, elle est sous-motorisée, qu'il lui aurait fallu 200 voire 250 chevaux pour être au niveau de ce qu'on est en droit d'attendre actuellement, 30 ans après la commercialisation de cette voiture, je le rappelle. Hein. Il faut savoir d'ailleurs qu'au Japon et peut-être aussi aux États-Unis, il y a eu une version turbo de cette voiture qui l'a montée à plus de 200 chevaux, peut-être même 230, 240. Je sais qu'il y a eu plusieurs variantes en fonction du Japon et des États-Unis. Ce n'était pas exactement les mêmes puissances. Nous allons maintenant faire un petit passage sur l'autoroute. J'espère que vous m'entendrez bien, vu que j'ai toujours absolument tout d'ouvert en grand. Allez, j'accélère un petit peu. Donc la prise d'info est pas trop mauvaise quand on regarde dans les rétros, aussi bien à l'intérieur que extérieur. On n'est pas trop gêné par l'aileron dans les rétro intérieur. Par contre, quand on tourne la tête, on a un angle mort juste à côté de la porte. Il faut presque s'avancer pour mieux voir quand on prend les infos sur le côté. Donc actuellement, je suis sur l'autoroute à environ 110. Forcément, avec les vitres grandes ouvertes, j'ai pas mal de remous. Et il faut savoir que d'origine, vous avez ici des petits clapets qui sont là normalement pour justement limiter les turbulences à l'intérieur. Mais aujourd'hui, avec les vitres ouvertes, ça ne sert à rien. Là, je suis en 5e, je vais essayer de faire un test de reprise. Donc en 5e, là je suis à 110, à 3000 tours. J'accélère à fond. J'arrive à 120, 130 et un peu moins de 140. Donc franchement, de nouveau, quand on reste à mi-régime, c'est un comportement qui est fluide, linéaire. Il n'y a pas de sonorité supérieure quand on accélère fort. C'est relativement banal. Ça, je pense que c'est ce que je vais avoir le plus dit sur cette voiture. C'est finalement son comportement mécanique ne s'accorde qu'assez peu avec l'exubérance de son design. Vu qu'on est sur un coupé 2 places avec un moteur central arrière, on serait en droit de s'attendre à des rangements extrêmement peu nombreux et limités. Et finalement, je suis assez surpris, on a pas mal de rangements sur cette voiture. Déjà, vous avez un coffre à l'emplacement normal, juste derrière, et ce coffre est relativement grand. Si je dois comparer avec une voiture de la même époque, comme par exemple la MX-5 NA, eh bien je trouve que le coffre est quasi 2 fois plus grand sur cette voiture. Et on a aussi un coffre à l'avant. Par contre, à l'avant, le coffre en fait dissimule la roue de secours. Vous avez aussi un accès technique à certains liquides, mais il n'y a pas beaucoup d'emplacement pour ranger quelque chose. Vous pouvez mettre 2-3 bricoles, mais c'est relativement limité. Actuellement, on a en fait les panneaux occultants pour limiter le soleil à travers le verre le jour où on veut mettre justement les panneaux et en même temps ne pas cuire à cause du soleil. Et on a aussi quelques rangements à l'intérieur. Il y a un vide-poche dans chaque porte, c'est déjà plutôt pas mal. On a une boîte à gants d'une taille tout à fait normale. Et ensuite, derrière moi, au milieu de la console centrale, vous pouvez voir qu'il y a un rangement en 2 parties. Et bien sûr, il y a aussi un petit peu de place derrière les sièges. Si vous voulez y glisser, par exemple, une mallette, un sac à dos, ça devrait passer sans trop de difficultés. Donc vous l'aurez compris, même si on n'a pas autant de rangement que sur un Porsche Boxster, on s'en approche quand même. Un petit détail sur cette voiture que les puristes auront tout de suite remarqué, vous pouvez voir que le sigle à l'arrière, c'est bien écrit MR2.
Alors qu'en France, sur ces voitures, c'était uniquement écrit MR. Parce qu'en français, si on prononce un peu vite, MR2, ça a à peu près la même prononciation que merde. Donc en France, toutes ces voitures étaient siglées MR. Là, si elle est siglée MR2, c'est qu'en fait, elle ne vient pas de France, elle a été vendue en Suisse. Maintenant, nous devons absolument parler de la valeur de cette voiture. Elle a bien sûr exactement le même parcours que toutes les Youngtimers actuelles, c'est-à-dire que depuis 4-5 ans, le prix de ces voitures voit leur cote absolument flamber. Donc c'est de plus en plus cher et de plus en plus rare en bon état et sans trop de kilomètres. Un modèle comme j'ai aujourd'hui, donc encore d'origine, en parfait état et avec environ 150 000 km, ça se négocie minimum, et je dis bien minimum, 15 000 €. Et clairement, le prix ne fait vraiment que grimper de mois en mois. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà, après cette voiture, Toyota l'a remplacée par un cabriolet beaucoup plus petit qui n'a pas forcément le même attrait et le même look exubérant. Donc forcément, si on cherche un vrai coupé 2 places, c'est presque un des derniers faits par Toyota. Et le fait que ce soit une Toyota, cette voiture, il faut le savoir, est extrêmement fiable. Là, elle a, comme je vous l'ai dit, un peu moins de 150 000 km, elle n'est même pas à 140 000 en fait. Le moteur est même pas à un quart de sa vie. Si on veut, on peut faire 400, 500 000 avec ces moteurs sans la moindre difficulté. Ce sont des moteurs en plus qui s'entretiennent relativement bien. Le seul problème, c'est l'accès, bien sûr, sur cette voiture, vu que le moteur est en position centrale arrière. Mais au niveau fiabilité, il n'y a aucun problème. À savoir qu'en plus, c'est un moteur qui n'est pas interférentiel. C'est-à-dire que la courroie de distribution, même si elle venait à lâcher, eh bien, vous n'allez pas avoir les pistons qui vont venir cogner sur les soupapes et vous bousiller le moteur. Là, le piston va monter, il ne touchera rien du tout. Vous faites remorquer la voiture, vous changez la courroie et c'est reparti. Donc, l'extrême fiabilité de cette voiture, son look complètement dingue et maintenant sa rareté font que le prix ne fait qu'augmenter et ne fera qu'augmenter à l'avenir tant qu'il n'y aura pas d'une remplaçante à cette voiture. Et clairement, quand on suit le line-up de Toyota, c'est pas prévu. Il y avait des rumeurs à une époque pour qu'ils en sortent une nouvelle, mais ça fait bien longtemps qu'on n'en entend plus parler. Et en plus, cette voiture, pour moi, ce qui fait son autre attrait esthétique inimitable, c'est bien sûr les feux rétractables que j'adore. Je trouve ça sublime. Donc je pense que la conclusion sur cette MR2 de deuxième génération, c'est que cette voiture, vous l'achetez clairement pour son look. Si vous voulez cette voiture qui ressemble vraiment à une Ferrari, vous n'aurez quasiment pas d'autre choix à moins de prendre vraiment une Ferrari. Mais là, c'est plus du tout le même budget. Donc, si vous voulez une voiture qui ressemble à ça, il n'y a pas d'autre alternative. Et en plus, je vous l'ai dit, c'est super fiable. Par contre, si vous cherchez vraiment un bolide ultra sportif, je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure voiture pour ça. Il y a plus léger, il y a plus performant, il y a surtout beaucoup plus sensationnel. Là, il faut l'avouer, c'est plutôt consensuel. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Toyota MR2 Rêve 3 de 1994. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous possédez ce modèle, eh bien, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience. Et même si vous l'avez possédé par le passé, si vous l'avez juste essayé, dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu sur cette voiture. Quels sont peut-être les points quand même à surveiller. Parce que bien que ce soit réputé très très fiable, il y a forcément toujours un ou deux petits points faibles. Donc donnez-nous votre retour d'expérience, ce sera vraiment très apprécié. Moi, je tiens une fois de plus à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé sur pas mal de kilomètres pour me ramener jusqu'ici en Normandie cette voiture sur mon lieu de tournage habituel pour me permettre de la présenter sur le même tracé que les autres véhicules. Merci encore à lui
Et si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je le reprécise, mon lieu de tournage se situe en Normandie, proche de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et de vous abonner si ce contenu vous intéresse. Je vous dis à bientôt et à tous.